Bonne journée à toutes et on commence ce journal avec de la justice. L'individu qui s'était introduit chez un homme de 81 ans à Aléria en se faisant passer pour un ouvrier afin de lui dérober la somme de 1 200 € est passé ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bastille. Âgé de 23 ans, Jean Berthaud a été condamné à 1 an de prison ferme pour vol aggravé. Même si ce dernier a annoncé regretter son geste, il a donc été maintenu en détention au terme de l'audience. Un homme de 70 ans a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, pour avoir tiré un coup de feu dans une station-service de Montésor ou à Bastille. C'est la décision du tribunal correctionnel de Bastille qui a donc condamné Michel Coste pour violence avec arme sans ITT et port et détention d'armes sans autorisation. Rappelons que vendredi dernier, le septuagénaire s'était présenté dans une station-service de Montésor armé d'un fusil. Mécontent des réparations effectuées sur son véhicule, ce dernier a alors tiré en l'air devant les mécaniciens de la station. Après avoir été interpellé par la police, il a reconnu les faits. À l'audience de ce lundi, il a dit regretter son geste. Des conditions d'interpellation inacceptables avec un jeune homme de 14 ans menotté, des militants libérés en pleine nuit à Paris après avoir été transportés, la tête recouverte à travers toute la capitale. Pour la Socio Solidarita, tout cela s'apparente à de la torture blanche et cela n'est pas un épiphénomène. De surcroît, les militants placés en détention préventive sont incarcérés aux 4 coins de France, ce qui ampute grandement leur défense. Il faut aujourd'hui que les choses changent, dit Solidarita. Les explications de Thierry Casolasco. La première des réactions, c'est les conditions d'interpellation qui sont quand même plus que démesurées, une épreuve de force de la part de la police politique. Ça, on doit le dénoncer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont été malmenés, des militants qui ont été malmenés. Il y a eu un enfant qui a été menotté, un enfant de 14 ans qui a été menotté. Je voudrais juste inverser les rôles, à savoir un petit peu dans quel état d'esprit peut se trouver aujourd'hui ce jeune homme. Donc ça, c'est du jamais vu. Nous le dénonçons haut et fort, et les conditions bien entendu de garde à vue et d'interpellation, ça s'appelle pour nous de la torture blanche. Et aujourd'hui, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dit « Nul ne peut être soumis à la torture ». Donc aujourd'hui, on va se rapprocher de la Convention européenne des droits de l'homme et essayer de voir un petit peu si on peut faire quelque chose, en tous les cas le dénoncer au plus haut niveau, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas exister, qui ne doit plus exister. Il aurait fallu pour cette jeune fille une simple convocation, tant plus qu'elle a été relâchée. Une simple convocation, elle aurait été, elle se retrouvait en petite culotte et en chemise dans une voiture de la SDAT pour être transférée jusqu'au commissariat et en attente de monter à Paris. Je sais pas, mais si c'est pas de la torture blanche, ça, de quelle façon peut-on l'appeler? D'abord, dans un premier temps, il y a eu des libérations. Je vais vous raconter comment se sont effectuées ces libérations. Donc c'est simple, on a signifié donc la fin de garde à vue à 3 personnes. On leur dit voilà, c'est bien, vos gardes à vue sont finis, vous n'avez rien à voir dans ce dossier. On va vous amener. Ils les ont montés dans une voiture, ils les ont cagoulés dans la voiture, ils les ont baladés à fond la caisse dans Paris et ils les ont laissés comme des chiens sur la route, sans papier, sans argent. Voilà, là aussi, si tout ça paraît normal, il y a quelque chose qui ne va plus là maintenant. Et ça aussi, on tient à le dénoncer. Hein. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en France. Se retrouver dans une ville à 2 heures du matin de cette façon-là, c'est pas très bien, quoi. Voilà. Et après, en ce qui concerne les gardes à vue, aujourd'hui, on attend un retour en fin de semaine qui peut-être, et on l'espère, pourrait être peut-être pas relâché, mais assigné à résidence. Les détentions préventives aujourd'hui, elles se passent comment dans différentes maisons d'arrêt, dans différentes prisons? Comment ça fonctionne? Écoutez, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 6 personnes qui sont en détention provisoire. Elles ont été éparpillées dans les prisons de France. Une volonté, c'est une volonté aujourd'hui d'empêcher en fait un bon déroulement à une défense digne de ce nom. Il faut savoir nous n'avons pas des avocats de tous les côtés de la France. On a notre collectif d'avocats qui est en Corse, y compris quelques-uns qui sont sur Paris. Jusqu'à présent, nos militants étaient incarcérés dans la région parisienne et aujourd'hui, on fait en sorte de pouvoir les éparpiller dans les 4 coins de France, esprit encore une fois pour déstabiliser, en tous les cas, à une bonne préparation de défense. Un peu comme pour les Kanaks. Oui, c'est exactement le même style. Hein. Aujourd'hui, c'est fait de cette façon-là pour pouvoir déstabiliser au maximum, pour que savoir que la Socio Solidarita n'a pas les moyens, n'a pas de moyens. Hein. Elle se défend avec
avec le peu d'argent qu'elle fait rentrer, qu'elle arrive à faire rentrer, et tout ça pose problème pour pouvoir assumer une bonne défense à nos militaires. Aujourd'hui, vous avez lancé une cagnotte litchi? Oui, nous avons lancé une cagnotte. C'est pas une cagnotte litchi, c'est une cagnotte qui rencontre des problèmes. Elle a été bloquée. Hier, elle a été bloquée. Nous avons reçu un message comme quoi elle était bloquée, en espérant que ce blocage soit très court. Nathalie Delattre, la ministre du Tourisme, était à Ajaccio ce lundi pour parler des enjeux du tourisme et de l'attractivité de la Corse. Accompagnée de Stéphane Eusbrach, maire d'Ajaccio, et de Laurent Marcange et les ministres de la fonction publique, Nathalie Delattre s'est rendue dans les locaux de l'Office du tourisme, à la bibliothèque patrimoniale ainsi qu'à la citadelle Miolis. Elle a également participé à quelques échanges avec des professionnels du tourisme, des échanges qui n'ont pas accouché d'annonces spectaculaires, bien au contraire. Nathalie Delattre poursuit ce mardi sa visite à Corti, en Haute-Corse, afin d'évoquer la problématique du développement touristique en zone rurale. Et puis en marge de cette visite ministérielle, Stéphane Eusbrach, maire d'Ajaccio, a tenu à faire une mise au point concernant l'avenir de la citadelle Miolis. La ville d'Ajaccio a acheté la citadelle, elle en est la propriétaire et le restera toujours. C'est la phrase... Non, elle en est propriétaire. Et puis en marge de la visite ministérielle, Stéphane Eusbrach, maire d'Ajaccio, a tenu à faire une mise au point concernant l'avenir de la citadelle Miolis. La ville d'Ajaccio... Et puis en marge de la visite ministérielle, Stéphane Eusbrach, maire d'Ajaccio, a tenu à faire une mise au point concernant l'avenir de la citadelle Miolis. La ville d'Ajaccio a acheté la citadelle, elle en est propriétaire et le restera toujours. C'est la phrase qu'il faudra retenir de cette journée, même si le premier magistrat de la commune avait déjà fait une mise au point très claire à ce sujet, coupant court à certaines rumeurs. Ce dernier a tenu à rappeler donc le positionnement de la municipalité. Nous avons engagé la transformation de la citadelle Miolis, elle devient un lieu de vie, de mémoire et d'avenir, précise Stéphane Eusbrach. Notre ambition est claire, restituer ce patrimoine aux Ajacciens et en faire un quartier à part entière de notre ville, à travers le développement d'activités culturelles, artisanales, gastronomiques, hôtelières, sans jamais perdre de vue un principe sacré. C'est également un site où nous entendons expérimenter un tourisme toujours plus respectueux, plus ancré, plus authentique, précise le maire d'Ajaccio. En guise de conclusion, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, qui s'est réuni hier soir, a permis l'adoption de la grille tarifaire des transports en commun. Bus, téléportés, navettes maritimes, trains périurbains, ainsi que la création d'un tarif résident. Ainsi, pour les actifs, tous les transports en illimité, bus plus téléportés, plus navettes maritimes, plus trains périurbains Mezzana Ajaccio, le tarif est fixé à 25 € par mois au lieu de 40. Pour les jeunes de moins de 25 ans, le tarif pour bénéficier de tous ces services cumulés est fixé à 20 € au lieu de 40. Enfin, pour les seniors de plus de 64 ans, le tarif sera de 15 € par mois au lieu de 40. À partir du 1er septembre 2025, toutes les personnes qui habitent, travaillent ou qui sont scolarisées en pays ajaccien pourront bénéficier de ce tarif résident. Les difficultés économiques rencontrées par les commerces ont un impact jusqu'à la dynamique de rénovation de ces derniers. C'est le constat que la communauté de l'agglomération de Bastille a bien été obligée de faire devant le manque clair d'engouement concernant l'opération Cœur de Ville à destination des commerces. 150 000 € sont ainsi consacrés à des travaux de modernisation des locaux, de transition numérique et énergétique. Lancée en fin d'année dernière, l'opération n'a attiré que 4 projets, mobilisant un total de 20 000 € d'aide. Une prothésiste ongulaire et un magasin de cigarettes électroniques ont déjà réalisé leurs travaux, tandis qu'une épicerie fine et un magasin d'habillement doivent en faire de même. Devant ce qui a des allures de constat d'échec, la CAB a prolongé l'opération jusqu'au 30 novembre prochain, élargi le périmètre géographique et ouvert le programme aux hôtels, débits de boissons et restaurants. On écoute Serge Linal, vice-président de la CAB, en charge de ce dossier. On est donné jusqu'à mai pour démarrer. Donc effectivement, l'enjeu, c'était d'aider les commerces dans des domaines où peut-être ils n'investissent pas forcément. C'est les réorganisations, réaménagements, transition numérique et transition énergétique. Donc tout ça, bien sûr, c'est pas sorti d'un chapeau. On a fait ça avec les organisations consulaires. On travaille avec les chambres de commerce pour aller vers les trucs. Et on a publié donc cet appel à projet. Encore une fois, on ne finance pas intégralement, on finance à 50% dans des domaines qui sont peut-être un peu techniques au départ quand on n'y est pas préparé et il y a peut-être eu un délai trop rapide entre l'annonce juste avant la fin d'année et le début d'année pour monter les dossiers. Donc on a quand même eu 4 offres. Alors on avait exclu ce qui nous semblait commerce, encore une fois, qui se portait bien, donc surtout les bars, restaurants et commerces de ce type-là, en coordination bien sûr avec la politique de la ville de Bastia. Hein. Ça c'est la CAB qui finance en collaboration donc avec ma collègue de la politique de la ville. Et on a décidé, comme les dossiers avaient
du mal à apparaître, à prolonger cette action jusqu'à la fin de l'année et à l'étendre aussi en dehors du centre qui fonctionne bien, où il y a centre-ville, quoi, on avait dit, hein, donc le Vieux-Port, donc le boulevard, donc d'associer également tout type de commerce à cette opération. Alors on rallonge la date limite, on élargit la zone, on élargit aussi le type de professionnel visé. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a un constat d'échec ? Effectivement, c'est pas un constat d'échec, le mot est un peu fort. En gros, on lance des opérations et il faut faire adhérer les gens. Est-ce qu'on est bien de leurs besoins ? De toute façon, c'est un travail permanent, encore une fois, avec la CAB, avec la ville, avec les chambres consulaires, pour voir de quoi ont besoin les commerces. Et là, on a vu que ça investissait pas trop dans ce domaine, donc on a voulu le solliciter, le booster. Est-ce que c'est un constat d'échec ? Est-ce que les gens sont vraiment tendus pour ne pas investir du tout ? C'est la bonne question. Est-ce qu'il y a pu aussi avoir peut-être une erreur d'analyse de la CAB aussi sur le dossier ? Non, on a eu des échanges là-dessus. Encore une fois, on a vu que les gens étaient en retard sur ces dossiers-là. Une erreur d'analyse, effectivement, si les gens ne viennent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas investir ou qu'ils n'ont pas le souhait de le faire. Enfin, pas le souhait de le faire, on n'y croit pas trop. C'est bien de moderniser son commerce. Mais effectivement, il faut y retravailler à nouveau et adapter. Et ce ne sont pas évidemment des fonds perdus, puisque ce sont des fonds qu'on a provisionnés et qu'on peut réorienter vers d'autres actions en relation permanente avec les professionnels. Mais on voit qu'au final, vous avez choisi d'élargir effectivement aux hôtels, aux restaurants, aux cafetiers, qui sont les professionnels les plus nombreux et les plus nombreux et peut-être les plus susceptibles. Au final, n'est-ce pas quelque chose qui va retomber un peu sur les mêmes professionnels que d'habitude? Non, encore une fois, on a sorti de la zone des professionnels hôteliers, restaurants, toutes les zones qui sont très développées. On a rénové le Vieux-Port, on a fait quelque chose. Ces zones-là ne sont pas concernées par ces aides-là. Mais peut-être en périphérie, dans d'autres secteurs de la ville, ça peut les aider à décoller, effectivement, sur ces aspects-là. Ça a été dit, effectivement, on a un centre-ville de commerce qui est supérieur à une ville de la taille de Bastia. On vise des centres-villes de type de ville de 80 000 habitants. Ça a été dit dans nos analyses. Effectivement, tout ce qui est fait pour relancer, alors les beaux commerces vides, une action de la ville également, pour essayer de les rendre attractifs et pouvoir les offrir aux gens qui veulent faire des commerces. Effectivement, le commerce n'est pas florissant, des gens en vivent et travaillent, mais en tout cas, on sait que dans tous les centres-villes, il y a des difficultés, on essaie d'y répondre. Voilà. Alors évidemment, des appels à projets qui peuvent ne pas avoir le retour espéré. Lorsqu'on a mis 150 000 €, c'est une enveloppe intéressante. On n'avait pas d'études à la centaine, à quelques milliers d'euros près de ce qu'on pouvait faire. En tout cas, on a ouvert une voie qui était sous-développée. On voit comment les gens réagissent. On persiste jusqu'à la fin de l'année et l'argent sera réévalué sur d'autres actions. Mais ces commerces de centre-ville n'ont-ils pas des handicaps face aux commerces à la fois de l'intérieur de la CAB, mais qui sont en extérieur de ville, comme à Fouriane par exemple, mais aussi sur les commerces qui sont au sud encore de la CAB, que ce soit à Bigoulia, à Borgo, à Luciana? N'y a-t-il pas une concurrence qui est au final difficile à combattre, vu les atouts qu'ont ces commerces de périphérie et vu les désavantages qu'ont les commerces de centre-ville aujourd'hui, notamment en termes de stationnement? Là, vous soulevez un vaste problème, le stationnement. Effectivement, on y répond. C'est pas à travers une action de soutien à la modernisation qu'on va répondre au problème de la concurrence entre le sud, le nord et le centre-ville. On est sur l'action, comme on l'a dit, en ville, de revaloriser les baux. On discute évidemment avec tous les commerçants. Le stationnement est un facteur important également sur lequel on travaille par ailleurs. Là, c'était vraiment le rôle de la CAB dans son accompagnement sur des actions pour valoriser et renforcer les commerces. Encore une fois, c'est des investissements qui ne font pas facilement si on ne les aide pas. Mais même en les aidant, force est de constater que peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'investissements à proposer dans ce domaine-là. Situation difficile économique, situation difficile comme vous l'avez souligné juste avant. Nous sommes le mardi 27 mai 2025. Le ciel est devenu variable en Haute-Corse et sur les versants orientaux. Les passages nuageux seront parfois denses, mais ne donneront pas de pluie. En Corse du Sud et sur la côte occidentale, le ciel sera beaucoup plus dégagé avec un ciel bleu, malgré quelques nuages ci et là. Mais ce sera une journée bien agréable. Le vent est faible et les températures stationnaires. 24 degrés, ce sera le maximum pour Portiuet, 23 à Aiac, Bastia, à Corti, Propia, Bonivazio, 20 pour Calvili, Zulazzic, Uvic ou Sartè, 20 à Rouliano, Pietralba, Cerrioni et 19 à Prunello di Fiumorbo. Ce journal est terminé, vous écoutez Radio Alta Brigante. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour votre agenda culturel.